Je pense que tu vas me plaire. Ce n'est pas important. Je pense que le public t'aimera. Ça, c'est Maureen important. O'Hara a déclaré célèbrement à un journal en 1945 que Hollywood était devenu tellement insupportable qu'elle était prête à s'en éloigner pour de bon. Elle n'était pas seule. La sombre réalité était que presque toutes les actrices devaient subir l'exploitation, que ce soit pour obtenir des rôles ou simplement survivre dans le milieu. C'était un monde où personne n'était vraiment épargné, et certains étaient tellement brisés par l'expérience qu'ils ont quitté Hollywood entièrement. D'autres, sans issue, étaient forcés de subir les abus en silence. Aujourd'hui, nous dévoilons les scandales les plus laids du casting couche d'Hollywood. Les histoires qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Cora Sue Collins. Cora Sue Collins a commencé à jouer à l'âge tendre de 3 ans, avec des rôles dans des films comme Queen Christina aux côtés de Greta Garbo et Anna Karenina. Son travail dans plus de 30 films avant même d'être adolescente a mis en valeur son talent extraordinaire. Cependant, l'exposition précoce de Collins à l'environnement glamour mais toxique d'Hollywood a laissé une marque indélébile sur elle. Lors d'une interview, Collins s'est souvenu de longues heures de travail épuisantes en tant qu'enfant, souvent dans des costumes si élaborés qu'il restreignait ses mouvements. Malgré son jeune âge, elle a noué une profonde amitié avec Greta Garbo, qui lui a offert des conseils et l'a protégée sur le plateau. Greta était gentille avec moi, presque maternelle. Elle partageait. À 16 ans, Collins a fait face à une rencontre choquante avec l'écrivain d'MGM, Harry Ruskin. Il lui a fait des avances lors de ce qui devait être une réunion de casting de routine, en sous-entendant que son consentement pourrait lui assurer le rôle. Ébranlée, elle a refusé et a signalé l'incident au cofondateur de MGM, Louis B. Mayer. À sa grande consternation, Mayer a minimisé l'incident, lui conseillant de l'accepter comme normal si elle voulait une carrière à Hollywood. Ce moment a profondément désillusionné Collins. Sa mère, une présence constante durant sa carrière, a douté de son histoire, isolant encore plus la jeune actrice. Se sentant non soutenue, Collins a choisi de quitter l'industrie complètement. Dans des interviews ultérieures, elle a réfléchi à la façon dont la culture prédatrice d'Hollywood l'a privée d'une carrière épanouissante. Elle a noté que beaucoup de jeunes actrices vivent des expériences similaires, mais restent silencieuses par peur. Malgré son départ d'Hollywood, Collins a maintenu une vie digne, partageant fréquemment ses expériences pour mettre en lumière l'exploitation systémique des jeunes talents. Son histoire reste un rappel poignant des sombres réalités derrière la façade scintillante d'Hollywood. Tippi Hedren. L'une des actrices principales les plus célèbres d'Alfred Hitchcock, Tippi Hedren, avait en réalité un sombre secret avec lui. Elle a choqué le monde en 2016 lorsqu'elle a enfin parlé des abus qu'elle a subis de la part du réalisateur légendaire. Elle était restée silencieuse pendant plus de 50 ans, mais a décidé qu'il était temps de partager sa vérité. Dans ses mémoires, Hedren a révélé que Hitchcock l'avait agressée à plusieurs reprises alors qu'ils travaillaient ensemble. Le premier incident s'est produit pendant le tournage de Les Oiseaux, en 1963. Elle a décrit comment Hitchcock s'était jeté sur elle à l'arrière d'une limousine et avait tenté de l'embrasser. Elle était horrifiée et a réussi à le repousser, mais l'expérience la hantait. Cela ne s'est pas arrêté là. Pendant le tournage de Marnie en 1964, Hitchcock l'a de nouveau acculée, cette fois dans sa loge. Elle a dit qu'il est devenu plus agressif lorsqu'elle a essayé de le repousser et a même menacé de ruiner sa carrière si elle en parlait à quelqu'un ou résistait. Malgré cela, elle tint bon, mais les conséquences étaient claires. Par la suite, Hitchcock refusa de lui parler, même s'ils devaient encore travailler ensemble pour terminer le film. En réfléchissant à ses expériences, Hedren a partagé que cela n'était pas seulement à propos de Hitchcock. « Ce n'est rien de nouveau », a-t-elle dit dans un tweet d'octobre après le scandale Weinstein. « Ce n'est pas seulement l'industrie du divertissement. J'ai fait face au harcèlement sexuel tout le temps pendant ma carrière de mannequin et de cinéma. Hitchcock n'était pas le premier. » Marilyn Monroe. Peut-être l'actrice la plus emblématique des années 60, Marilyn Monroe a été approchée bien plus souvent que beaucoup d'autres actrices. Chaque magnate de studio et acteur avait un mauvais œil sur elle. Elle l'a même dit lors de son interview. C'est pourquoi elle a qualifié Hollywood de grand bordel. L'ascension de Monroe vers la célébrité était étroitement liée à la culture du casting canapé et au comportement prédateur des hommes puissants qui contrôlaient Hollywood. Les débuts de la carrière de Monroe ont commencé par de petits emplois de mannequinat et quelques rôles mineurs au cinéma. Pour se faire une place dans cette industrie compétitive, elle a posé pour un calendrier nu, désormais célèbre, en 1949. Monroe a révélé plus tard qu'elle avait accepté cette séance photo par désespoir financier, car elle gagnait à peine de quoi survivre. Bien que le calendrier ait fini par accroître sa notoriété, il a également marqué le début de son objectification par les médias et l'industrie. Monroe parlait souvent des règles d'Hollywood, un terme qu'elle utilisait pour décrire les hommes puissants qui exigeaient
demander des faveurs sexuelles en échange d'opportunités de carrière. Elle aurait été contrainte dans des situations inconfortables lors d'auditions et de réunions. Dans une interview sincère, Monroe a remarqué « On m'a dit de sourire et de faire avec. C'était l'attente si vous vouliez réussir. » Sa vie personnelle était tout aussi tumultueuse. Les relations de Monroe avec des personnalités influentes, y compris des dirigeants de studios et des politiciens comme le président John F. Kennedy, étaient souvent sensationnalisées. Elle a ensuite confié qu'elle se sentait piégée dans ces relations, car elle renforçait son image d'objet sexuel plutôt que d'une actrice sérieuse. Monroe s'est battue avec acharnement pour gagner le respect dans l'industrie. Elle a recherché des rôles plus exigeants. Il ne va pas me manger plus de chocolat, et tu vas te répandre. Marilyn Monroe. Production pour prendre le contrôle de sa carrière. Malgré ses efforts, les pressions de la célébrité et l'exploitation constante ont eu un impact sur sa santé mentale. Monroe est décédée en 1962 à l'âge de 36 ans dans des circonstances mystérieuses. Sa mort tragique reste un symbole du côté sombre d'Hollywood. Clara Bow. Connue comme la Hit Girl, Clara Bow incarnait le glamour et l'attrait des années 1920. Sa présence magnétique à l'écran en a fait l'une des plus grandes stars du cinéma muet. Mais derrière le succès, une vie remplie d'exploitation et de chagrin. La carrière de Bow a été façonnée par une industrie dominée par les hommes, qui la voyaient comme une marchandise plutôt qu'une personne. Le manager de Bow, B.P. Schulberg, contrôlait tous les aspects de sa carrière et de sa vie personnelle. Elle était poussée à suivre des horaires incessants, travaillant souvent 12 heures par jour sans souci de son bien-être. Schulberg gérait également ses finances, et il y avait des accusations selon lesquelles il exploitait ses revenus pour son propre profit. Bow a plus tard confié à des amis qu'elle se sentait impuissante à le confronter, car cela pourrait signifier la fin de sa carrière. Une des expériences les plus traumatisantes de Bow provenait de sa secrétaire, Daisy DeVoe. DeVoe a volé la correspondance privée de Bow et l'a partagée avec les tabloïds, révélant des détails intimes de sa vie. Le procès qui s'ensuivit en 1931 présenta Bow comme une figure sauvage et irresponsable, un récit alimenté par des directeurs de studios jaloux, désireux de ternir son image. Bow a décrit le procès comme une humiliation publique qui l'a profondément marqué. Les rumeurs et les scandales inventés se sont ajoutés aux problèmes de santé mentale de Bow. Elle a été accusée de promiscuité, de boire de manière excessive et d'être difficile sur le plateau, des allégations destinées à diminuer sa réputation dans l'industrie. Bow s'est retirée d'Hollywood au début des années 1930, invoquant l'épuisement et la désillusion. Dans des interviews ultérieures, Bow a réfléchi à l'exploitation qu'elle a subie, déclarant « Ils m'ont utilisé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ». Elle s'est retirée pour une vie plus tranquille, mais son histoire reste un témoignage des pressions brutales du début d'Hollywood. Joan Crawford. Elle était une étoile brillante des années 1920 et 1930. Elle accéda à la célébrité grâce à une détermination sans faille et une éthique de travail acharnée. Cependant, son succès a eu un coût élevé, car Crawford a enduré la culture du canapé de casting et le contrôle incessant des dirigeants masculins d'Hollywood. La carrière débutante de Crawford a été façonnée par sa relation avec Louis B. Mayer, le chef de MGM, connu pour manipuler les jeunes actrices. Crawford aurait été constamment sous la surveillance de Mayer, qui contrôlait ses rôles, son apparence et même ses relations. Elle a plus tard décrit comment l'influence de Mayer s'étendait au-delà du studio, rendant presque impossible d'affirmer son indépendance. L'un des aspects les plus déchirants de la carrière de Crawford était ses premières rencontres avec le casting coach. Dans des entrevues ultérieures, elle a laissé entendre qu'elle avait reçu de nombreuses propositions d'hommes puissants en échange de rôles. Il fallait faire des choix, a-t-elle dit. Parfois, c'était une question de survie. La vie personnelle de Crawford reflétait également les pressions auxquelles elle faisait face. Ses mariages avec des hommes influents comme Douglas Fairbanks Jr. et Frank O'Tone étaient souvent scrutés, avec des rumeurs suggérant qu'ils étaient en partie stratégiques. Malgré ces défis, Crawford a persévéré, offrant des performances emblématiques dans des films comme Mildred Pierce, pour lequel elle a remporté un Oscar. Prix. Plus tard, Crawford a réfléchi à son parcours, reconnaissant le prix que l'exploitation et le contrôle avaient eu sur elle. « J'ai lutté pour chaque parcelle de respect », a-t-elle dit. Son histoire est un puissant rappel de la résilience nécessaire pour naviguer dans la culture prédatrice d'Hollywood, tout en atteignant un succès durable. Kim Novak. Elle est devenue l'un des visages les plus reconnaissables des années 1950, surtout après sa performance inoubliable dans Sueur froide d'Alfred Hitchcock. Cependant, sa carrière a été marquée par une intense exploitation et un contrôle strict, notamment de la part du directeur du studio Columbia Pictures, Harry Cohn.
Année 1950. Les récits personnels de Novak ont révélé plus tard un environnement profondément isolant et manipulateur. Cohn, connu pour son style de gestion autoritaire, a manifesté un vif intérêt pour Novak, en la préparant apparemment pour remplacer Rita Hayworth en tant que vedette de Columbia. Il exigeait un contrôle total sur sa carrière, dictant tout, de ses rôles à sa vie personnelle. Cohn a poussé Novak à adopter une image plus glamour, en imposant un régime strict, une garde-robe et une routine d'apparence. Novak a révélé plus tard que Cohn avait même tenté de contrôler sa vie amoureuse. Il l'aurait menacé de la mettre sur liste noire si elle ne fréquentait pas des hommes influents dans l'industrie, affirmant que cela propulserait sa carrière. Un incident que Novak a raconté impliquait que Cohn la pressait d'assister à une fête avec un homme d'affaires riche. Lorsqu'elle a refusé, Cohn a riposté en menaçant de mettre ses films en suspens et de ternir sa réputation. Novak a décrit se sentir piégé, disant « C'était comme être dans une prison où tu n'avais pas ton mot à dire sur ta vie. » Malgré la pression, Novak a tenu tête à plusieurs reprises. Elle a refusé de se conformer entièrement aux exigences du studio, notamment en ce qui concerne les relations personnelles. Sa romance supposée avec Sammy Davis Jr. a suscité de vives critiques, car les relations interraciales étaient taboues à Hollywood à l'époque. La défiance de Novak aurait exaspéré Cohn, qui a tenté de saboter sa carrière en répandant des rumeurs nuisibles. Après la mort de Cohn en 1958, Novak s'est progressivement retirée d'Hollywood, invoquant l'épuisement dû à des années de contrôle et de manipulation. Elle a plus tard réfléchi sur sa carrière, affirmant « Je n'ai jamais été autorisée à être moi-même. Ils ont pris Kim Novak et l'ont transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. » Shirley Temple. Je t'ai laissé dans ce petit espace que j'ai. Je ne sais pas Shirley comment... Temple était l'une des enfants stars les plus aimées des années 1930. Elle a charmé le public avec son comportement joyeux et ses boucles emblématiques. Cependant, l'image publique innocente de Temple masquait la réalité plus sombre à laquelle elle était confrontée à Hollywood. Dans ses mémoires, Une enfant star, Temple a raconté des incidents choquants qui ont mis en lumière la culture d'exploitation omniprésente, même pour les enfants. Temple a commencé à jouer à l'âge de 3 ans et est rapidement devenue une sensation au box-office. À 6 ans, elle était la star la plus rentable d'Hollywood, souvent gagnant plus que ses co-stars adultes. Malgré son succès, Temple a subi exploitation et harcèlement. Un des incidents les plus troublants s'est produit lorsqu'elle avait 12 ans. Temple se souvient d'un producteur de la MGM s'exhibant devant elle lors d'une réunion. Naïve et ignorante de la gravité de la situation, Temple a gloussé, pensant que c'était une blague. Le producteur est devenu furieux, criant parce qu'elle ne le prenait pas au sérieux. La pression pour maintenir son image était incessante. Temple était souvent soumise à des tâches épuisantes, horaires, jouant dans plusieurs films par an tout en respectant des règles strictes concernant son apparence et son comportement. Les dirigeants du studio contrôlaient tous les aspects de sa vie, et sa famille était souvent complice pour faire respecter ses exigences. Malgré ses expériences, Temple a réussi à passer à une carrière adulte réussie, servant plus tard comme diplomate pour les États-Unis. Elle attribuait sa résilience à sa capacité à compartimenter le traumatisme qu'elle avait subi enfant. Le Hollywood dans lequel j'ai grandi n'était pas l'endroit glamour que les gens imaginent, a écrit Temple dans ses mémoires. C'était une usine et je n'étais qu'un produit parmi tant d'autres. L'histoire de Temple met en lumière comment même les plus jeunes stars n'étaient pas épargnées par le côté sombre d'Hollywood, rendant ses réalisations ultérieures d'autant plus remarquables. Joan Collins. L'actrice britannique glamour, qui est devenue une figure incontournable d'Hollywood dans les années 1950, Joan Collins n'était pas étrangère à la culture du casting coach. Connue pour sa beauté et son esprit acéré, Collins a lutté contre l'exploitation systémique qui imprégnait l'industrie, devenant une fervente défenseur du changement plus tard dans sa carrière. Collins a révélé dans ses mémoires qu'elle s'était vue offrir le rôle de Cléopâtre en 1963, une opportunité déterminante pour sa carrière. Cependant, le rôle était assorti d'une condition troublante. Des faveurs sexuelles pour le producteur. Quand Collins a refusé, le rôle a été donné à Elizabeth Taylor à la place. Cette expérience a laissé Collins désabusée et elle l'a décrite comme un tournant dans sa compréhension des dynamiques de pouvoir à Hollywood. Tout au long de sa carrière, Collins a fait face à des situations similaires. Rencontres. Dans un cas, un cadre de studio l'a invitée à dîner sous le prétexte de discuter d'un rôle. À son arrivée, elle a découvert qu'elle était la seule invitée et a rapidement compris ses véritables intentions. Collins a refusé ses avances et est partie, mais l'incident a souligné à quel point ce comportement était répandu. C'était toujours là, rôdant en arrière-plan, a-t-elle dit plus tard. Malgré ces défis, Collins est restée ferme dans son refus de compromettre ses valeurs. Elle a continué à décrocher des rôles au cinéma et à la télévision, devenant un nom bien connu avec
Avec son interprétation d'Alexis Carrington dans Dynasty durant les années Est-ce que ça signifie que je 1980, tiens à un homme qui compte tellement pour moi la pour me faire... résilience et la franchise de Collins à propos de ses expériences ont aidé à ouvrir la voie pour les générations futures d'actrices. Lors d'entretiens ultérieurs, Collins a dénoncé la culture toxique de Hollywood, encourageant les femmes à se défendre. « Nous ne devons jamais leur laisser croire que nous sommes impuissantes », a-t-elle déclaré. Sa carrière, s'étendant sur plus de 60 ans, témoigne de sa détermination à réussir selon ses propres termes. Judy Garland. L'une des interprètes les plus adorées d'Hollywood, Judy Garland a captivé le public avec son immense talent et sa vulnérabilité. Dans les coulisses, cependant, Garland a subi une exploitation incessante qui a commencé pendant son enfance et s'est poursuivie tout au long de sa carrière. En commençant chez MGM à l'adolescence, Garland est rapidement devenue l'une des plus grandes stars du studio. Cependant, les dirigeants du studio, dont Louis B. Mayer, la soumirent à des pressions inimaginables. Mayer commentait fréquemment son apparence, la traitant de grosse et laide, et insistait pour qu'elle suive un régime strict. Garland a été forcée de prendre des amphétamines pour rester mince et énergique durant de longues journées de travail, une pratique qui a conduit à une lutte contre la dépendance tout au long de sa vie. Garland a également fait face au harcèlement. Dans un récit glaçant, elle a décrit comment Mayer la touchait de manière inappropriée sous le prétexte d'une affection paternelle. Quand elle a exprimé son malaise, ses préoccupations ont été écartées. Le poids émotionnel de ces expériences a laissé Garland se sentir isolée et impuissante. Le studio contrôlait également tous les aspects de sa vie, de ses contrats à ses relations personnelles. Elle était souvent associée à des costards masculins dans des coups de publicité conçus pour promouvoir ses films, même si les relations étaient fabriquées. Garland a dit un jour « Ils me possédaient. Je ne pouvais même pas respirer sans leur permission. » Ces luttes se sont soldées par une série de dépressions publiques et de revers professionnels dans ces dernières années. Malgré cela, Garland a offert certaines de ses performances les plus emblématiques, y compris son rôle dans Le Magicien d'Oz et son concert de retour au Carnegie Hall en 1961. Tragiquement, elle est décédée en 1969 à l'âge de 47 ans d'une overdose accidentelle. L'histoire de Garland est un rappel poignant de la façon dont les pressions de la célébrité et de l'exploitation peuvent avoir des conséquences dévastatrices, même sur les étoiles les plus brillantes. Bette Davis. Célébrée comme l'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma, Bette Davis était aussi une pionnière qui a défié l'exploitation et le contrôle imposé par le système des studios hollywoodiens. La détermination farouche et le talent de Davis la distinguaient, mais sa carrière n'était pas sans ses luttes contre les sombres réalités de l'industrie. Dans les années 1930, Davis a signé avec Warner Bros., où le directeur du studio Jack Warner exerçait un pouvoir énorme. Warner était réputé pour gérer minutieusement ses stars, dictant leurs rôles et leur vie personnelle. Davis a ensuite raconté comment elle était fréquemment poussée à accepter des rôles qu'elle ne souhaitait pas, et quand elle résistait, elle était qualifiée de difficile. Un moment décisif dans la carrière de Davis est survenu en 1937 lorsqu'elle a poursuivi Warner Bros. En justice pour obtenir une liberté créative. Le procès a été motivé par sa frustration d'être choisie pour des films médiocres, conçus pour capitaliser sur sa célébrité, plutôt que de mettre en valeur son talent. Bien qu'elle ait perdu le procès, la poursuite fut un événement marquant, ouvrant la voie à d'autres acteurs pour contester les pratiques d'exploitation du système des studios. Davis a également subi du harcèlement au cours de sa carrière. Dans des interviews, elle a mentionné avoir reçu des propositions de producteurs influents qui laissaient entendre que sa coopération entraînerait de meilleures opportunités. Le refus de Davis de se conformer a souvent entraîné des représailles professionnelles, mais elle est restée fidèle à ses principes. « Je n'allais pas les laisser me définir », a-t-elle dit un jour. Malgré ces défis, la carrière de Davis a prospéré. Elle a remporté 2 Oscars et de nombreuses distinctions pour ses performances dans des films comme Jezebel et All About Eve. Sa résilience et sa volonté de dénoncer la culture toxique d'Hollywood ont fait d'elle un modèle pour les générations futures d'actrices. Marlène Dietrich. Elle était la glamoureuse actrice germano-américaine. Elle est arrivée à Hollywood dans les années 1930 et est rapidement devenue une sensation. Cependant, son ascension vers la célébrité ne fut pas sans ses défis. Dietrich aurait fait face à des avances de la part de réalisateurs et de producteurs qui cherchaient à exploiter sa beauté. Sa relation avec Joseph von Sternberg, le réalisateur qui l'a amené à Hollywood, était un mélange complexe d'admiration professionnelle et de contrôle personnel. Sternberg aurait dicté tout ce qui concernait son apparence et ses performances, la traitant plus comme une muse qu'une collaboratrice égale. Dietrich se souvint plus tard d'un incident où un producteur influent exigeait des réunions privées avec elle lors des négociations de contrats. Consciente des implications, elle évitait habilement ces rencontres en s'entourant d'alliés ou en feignant d'être malade.
Elle usait de son esprit et de son charme pour naviguer ces situations, mais la pression constante a eu ses conséquences. La défiance de Dietrich envers les rôles de genre traditionnels et son refus de se plier à l'exploitation ont fait d'elle une icône de force et d'indépendance. Barbara Payton. À la fin des années 1940, en tant que jeune actrice, Payton a été poussée dans des situations compromettantes par des agents et des producteurs qui lui promettaient la gloire. Elle a révélé qu'elle était poussée à assister à des soirées privées où des hommes influents de l'industrie cherchaient des faveurs sexuelles en échange de rôles. Sa beauté saisissante faisait d'elle une cible, et elle se retrouvait souvent à la merci d'hommes qui la considéraient comme une marchandise jetable. Un incident particulièrement éprouvant impliquait un producteur qui aurait menacé de la mettre sur liste noire si elle ne se conformait pas à ses exigences. La résistance de Payton lui a coûté des opportunités, et elle est finalement tombée dans un cycle d'exploitation, de scandales et de rejets. Au milieu des années 1950, la carrière de Payton était en ruine, et elle luttait contre l'alcoolisme et l'instabilité financière. Sa vie s'est terminée tragiquement en 1967, un avertissement sur les pratiques d'exploitation d'Hollywood. Veronica Lake. Elle était connue pour sa coiffure à la mèche sur l'œil. Elle est devenue célèbre au début des années 40. Son succès masquait les luttes qu'elle endurait en coulisses. La petite taille et l'apparence juvénile de Lake faisaient d'elle une favorite de Paramount Pictures, mais aussi une cible pour la manipulation. Les dirigeants du studio contrôlaient étroitement son image, dictant ce qu'elle portait, comment elle parlait, et même ses relations personnelles. Lake a raconté qu'un producteur lui avait fait des avances au début de sa carrière, lui suggérant que sa coopération lui vaudrait des rôles importants. Son refus de se conformer a conduit à moins d'opportunités et à une relation tendue avec le studio. Elle a également fait face à un harcèlement constant sur le plateau, avec des collègues masculins faisant des commentaires ou des avances inappropriées. La carrière de Lake a finalement décliné à la fin des années 1940, car son refus de se conformer aux attentes de l'industrie l'a éloignée des dirigeants de studio. Elle a dit plus tard qu'Hollywood l'avait mâché, puis recraché. Natalie Wood. Elle a commencé à jouer à l'âge de 4 ans, grandissant dans un système qui était rempli d'exploitation. Dans les années 1950, adolescente, Wood a auditionné pour La Fureur de vivre, un rôle qui définirait sa carrière. Elle a révélé plus tard que, lors du processus d'audition, un producteur plus âgé avait fait des avances inappropriées, insistant sur le fait que sa coopération garantirait son obtention du rôle. La mère de Wood, qui était fortement impliquée dans la gestion de sa carrière, l'aurait poussé à endurer ces situations pour atteindre la célébrité. À l'âge adulte, Wood a continué à subir des pressions pour maintenir son image et se conformer aux exigences des hommes puissants de l'industrie. Lors des interviews, elle parlait de se sentir objectifiée et traitée comme une marchandise plutôt qu'une personne. Sa mort tragique en 1981, entourée de mystères et de spéculations, reste un rappel glaçant des pressions qu'elle a subies tout au long de sa vie. Linda Darnell. Son ascension vers la célébrité a commencé à l'âge de 15 ans lorsqu'elle a été choisie pour des rôles d'adultes qui la sexualisaient au-delà de son âge. Les dirigeants de studios de 20th Century Fox l'ont rapidement façonnée en une image de bombe, promouvant sa beauté plutôt que ses talents d'actrice. Darnell a révélé plus tard qu'elle se sentait comme un pion dans un système qui traitait les jeunes actrices comme jetables. L'une de ses expériences les plus éprouvantes a eu lieu lors de la production de Forever Amber, 1947. Un producteur a tenté de la contraindre à une situation compromettante, insinuant que son refus entraînerait des revers professionnels. Le refus de Darnell a conduit à des retards dans la sortie du film et à des rumeurs selon lesquelles elle était difficile à gérer. La pression pour maintenir son image était incessante. Darnell a parlé d'être soumise à des régimes stricts et à des traitements de beauté épuisants pour correspondre aux attentes d'Hollywood. À une occasion, elle a été instruite de perdre du poids rapidement avant le tournage, ce qui lui a causé des problèmes de santé importants. « Ce n'était jamais à propos de mon talent », se lamenta-t-elle une fois. « Il se souciait seulement de mon apparence. » La pression constante a eu un impact émotionnel, amenant Darnell à lutter avec sa propre valeur. Elle s'est tournée vers l'alcool pour faire face à l'environnement toxique, une décision qui compliqua encore davantage sa carrière. Malgré ses batailles personnelles, Darnell réussit à offrir des performances remarquables dans des films comme Chaîne conjugale. Tragiquement, Darnell est morte en 1965 dans un incendie de maison. Elle était retournée dans sa ville natale, cherchant à se ressourcer loin des pressions d'Hollywood. Des amis ont rapporté qu'elle réfléchissait souvent à la manière dont l'exploitation de l'industrie avait façonné sa vie. L'histoire de Darnell illustre le prix élevé de la célébrité pendant l'âge d'or de Hollywood.
Âge d'or. Peg Entwistle. Sa brève carrière à Hollywood au début des années 1930 s'est terminée tragiquement. Connue comme la fille du panneau Hollywood, elle est venue à Los Angeles avec des rêves de célébrité, mais a rapidement rencontré le côté sombre de l'industrie. On rapporte qu'Entwistle a fait face à du harcèlement de la part de producteurs lors des réunions de casting, dont beaucoup ont suggéré que son succès dépendrait de sa volonté de jouer le jeu. Lorsque ses avances furent repoussées, Entwistle se trouvait en difficulté pour obtenir des rôles significatifs. Désillusionné et incapable de naviguer dans le système d'exploitation, Entwistle mit tragiquement fin à ses jours en 1932 en sautant du H du panneau Hollywood. Sa mort a mis en lumière la culture toxique de rejet et d'exploitation qui consommait souvent les jeunes actrices à l'âge d'or de Hollywood. Lana Turner. Le parcours de Lana Turner, d'une adolescente d'une petite ville découverte dans un bar à soda à l'une des stars les plus glamour d'Hollywood, a été rempli à la fois de triomphe et de traumatisme. Connue comme la Sweater Girl pour ses tenues moulantes, Turner est rapidement devenue un symbole sexuel dans les années 1940. Cependant, son ascension vers la célébrité s'accompagna d'exploitation et de tourments personnels qui la hantèrent tout au long de sa vie. La célébrité de Turner fit d'elle une cible pour la culture prédatrice d'Hollywood. Les dirigeants de studio la poussaient souvent à jouer des rôles très sexualisés, en faisant de sa beauté son principal atout. Plus tard, Turner a admis qu'elle se sentait souvent objectifiée, décrivant comment les producteurs masculins discutaient de son corps et de son apparence lors des réunions, comme si elle n'était pas présente. Malgré son inconfort, Turner parlait rarement, craignant que cela ne compromette sa carrière. Un des chapitres les plus tumultueux de la vie de Turner tournait autour de sa relation avec Johnny Stompanato, un gangster lié au crime organisé. Stompanato était autoritaire et violent, menaçant souvent Turner lorsqu'elle envisageait de le quitter. La relation a culminé en un événement dramatique et tragique en 1958. Lors d'une violente altercation entre Turner et Stompanato, la fille adolescente de Turner, Cheryl Crane, est intervenue, poignardant mortellement Stompanato dans un acte de légitime défense. Le procès qui s'en est suivi a attiré l'attention nationale, exposant les luttes privées de Turner et les dangers auxquels elle faisait face en coulisses. Dans des interviews plus tard dans sa vie, Turner a parlé ouvertement des pressions d'être une star hollywoodienne. Elle a décrit le casting cash. Cybill Shepherd, connue pour ses rôles emblématiques dans The Last Picture Show et Moonlighting, a été vocale sur ses expériences avec la culture du casting coach. Dans des interviews, Shepherd a raconté une rencontre troublante avec l'exécutif de CBS, les Moonves. Elle a révélé que lors d'un dîner, Moonves lui a fait des avances, sous-entendant que ses opportunités de carrière sur le réseau dépendaient d'elle. Conformité. Shepherd a refusé ces avances, une décision qui, selon elle, a conduit à l'annulation brusque de sa sitcom, Cybill, malgré son succès. Shepherd est revenu plus tard sur l'incident, en disant « Je savais que lui tenir tête pourrait me coûter cher, mais je n'allais pas compromettre mon intégrité. » Son courage à s'exprimer des années plus tard a contribué à une conversation plus large sur les dynamiques de pouvoir et l'exploitation à Hollywood. Aujourd'hui, Shepherd reste une défenseur ardente du changement, utilisant sa plateforme pour éclairer les sombres réalités de l'industrie. Jean Harlow. Considérée comme la blonde platine originale, Jean Harlow a ébloui le public dans les années 1930 avec sa beauté et son sens du timing comique. Son ascension vers la célébrité a été fulgurante, mais derrière le glamour se cachait une vie empreinte de contrôle, de manipulation et de tragédie personnelle. Les luttes de Harlow commencèrent avec ses relations personnelles. Son premier mari, Charles McGrew, l'encouragea à abandonner la comédie, voyant ses ambitions comme une menace pour leur mariage. Déterminé à réussir, Harlow poursuivit sa carrière, ce qui mena à un second mariage avec le producteur de MGM, Paul Bern. Bern exerçait un contrôle significatif sur la carrière de Harlow, dictant ses rôles et son personnage public. Leur relation s'est brusquement terminée en 1932, lorsque Bern a été retrouvé mort dans leur maison. Officiellement classé comme un suicide, des rumeurs ont circulé concernant son implication avec Harlow et les pressions qu'il exerçait sur elle. Professionnellement, Harlow a fait face à l'exploitation par des dirigeants de studio qui privilégiaient son image plutôt que son bien-être. MGM l'a poussé dans des rôles très sexualisés, utilisant des costumes révélateurs et des campagnes de marketing provocantes pour promouvoir ses films. Plus tard, Harlow a confié à des amis qu'elle se sentait comme un produit plutôt qu'une artiste, un sentiment reflété dans son comportement réservé hors caméra. L'une des périodes les plus difficiles de Harlow est survenue pendant la production de Red Dust. Les dirigeants ont exigé qu'elle joue dans des scènes vêtues d'une tenue légère, malgré ses protestations. Elle a dit un jour à un collègue « Ils veulent que je sois le fantasme de tout le monde, mais personne ne se soucie de ce que je ressens. »
La vie de Harlow a été tragiquement écourtée à l'âge de 26 ans quand elle a succombé à une insuffisance rénale en 1937. Sa mort a mis en évidence le coût impitoyable des exigences d'Hollywood sur ses stars. Dans des lettres privées découvertes après sa mort, Harlow exprimait un désir de vie plus simple, libéré des pressions de la célébrité. Rita Hayworth, la déesse de l'amour de Hollywood, Rita a atteint une renommée internationale dans les années 1940, captivant le public par sa beauté et son talent. Mais derrière son sourire éclatant, se cachait une femme piégée dans un cycle d'exploitation et de contrôle, tant par sa famille que par l'industrie. Le père d'Hayworth, Eduardo Cancino, était un danseur espagnol qui l'a préparé pour le monde du spectacle dès son jeune âge. Elle a révélé plus tard que les méthodes d'entraînement de son père étaient sévères, avec des horaires exténuants et peu de considération pour son enfance. Pire, Hayworth a laissé entendre un comportement inapproprié, bien qu'elle n'ait jamais développé publiquement. Une fois arrivée à Hollywood, Hayworth est tombée sous le contrôle du directeur de Columbia Pictures, Harry Cohn. Cohn gérait minutieusement chaque aspect de sa carrière, y compris ses relations et son image publique. Il exigeait qu'elle subisse des transformations physiques, comme teindre ses cheveux naturellement foncés en rouge et subir une électrolyse pour modifier sa ligne de cheveux. Plus tard, Hayworth a décrit se sentir déconnecté de sa propre identité, en disant « J'étais une marionnette dont ils tirèrent les ficelles. » Le contrôle de Cohn s'étendait à sa vie personnelle. Il aurait fait des avances envers elle et tenté d'interférer dans ses relations. Le mariage de Hayworth avec le prince Ali Khan en 1949 lui apporta un soulagement temporaire. Mais elle revint à Hollywood pour se retrouver à nouveau sous la coupe de Cohn. Dans ces dernières années, Hayworth a réfléchi au prix de sa renommée. Son rôle emblématique dans Gilda, où elle a réalisé la scène séduisante du retrait du gant, est devenu un moment décisif dans sa carrière. Pourtant, elle détestait le personnage que cela avait créé, disant fameusement « Les hommes sont tombés amoureux de Gilda, mais ils se réveillaient avec moi ». Les luttes de Hayworth avec le contrôle et l'objectification ont laissé des cicatrices durables. Dans ces dernières années, elle a souffert de la maladie d'Alzheimer, qui est restée non diagnostiquée pendant des années, ajoutant à son isolement. Son héritage en tant qu'actrice talentueuse est indissociable des sacrifices qu'elle a endurés. L'âge d'or d'Hollywood a ébloui le public avec glamour et talent. Mais en coulisses, de nombreuses actrices faisaient face à une réalité glaçante, le casting couch. Ce terme, synonyme de coercition et d'exploitation, définissait le côté sombre d'une industrie dominée par des hommes puissants. Des icônes comme Marilyn Monroe, Judy Garland et Rita Hayworth ont subi un harcèlement incessant, tandis que d'autres, comme Sybil Shepherd et Joan Collins, ont courageusement dénoncé cela. Des carrières ruinées aux tragédies personnelles, leurs histoires mettent en lumière les sacrifices éprouvants que les femmes ont dû faire pour survivre à Hollywood. Aujourd'hui, nous dévoilons les vérités inavouées des scandales du casting coach qui ont façonné et marqué les stars les plus célèbres de Tinseltown.